En fait, ce qui est super quand tu es en gestion de crise, le bon sens reprend le dessus. C'était le bonheur en pratique parce que toutes les barrières bureaucratiques, administratives, les freins que tu peux avoir d'habitude, ils étaient plus là, en fait, les freins mentaux et culturels. Le problème des infrastructures de partage de données, c'est qu'elles sont pas sexy. C'est comme les infrastructures physiques. Un élu, ça préférera toujours inaugurer un bâtiment dans la ville, un truc qui se voit, un hôpital, une école, un incubateur de start-up, plutôt qu'un réseau d'égouts. T'es obligé d'embrasser la complexité, en quelque sorte, d'entrer dans la nuance, en disant « Ok, inaugurer le navire, c'est inaugurer le naufrage. Donc certes, dès lors que tu lances le numérique, t'as des risques de naufrage. Il faut bien évaluer le coût-bénéfice. Typiquement sur l'intelligence artificielle, la question se pose vraiment. Mais si tu penses qu'il est positif, faut inaugurer le navire, tout en minimisant de façon ultra proactive les risques de naufrage, en développant un numérique dans un cadre éthique, humaniste, citoyen. » Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast animé par David Basse qui donne la parole à des agents pour évoquer l'action publique. Le thème de cette mini-série porte sur le développement d'infrastructures de partage de données par les administrations étatiques pour répondre à des problématiques très concrètes, crise sanitaire, pénurie de professeurs, soutien aux agriculteurs et encore plein d'autres. L'invité de ce jour, Laura Letourneau, ingénieure de formation du corps des mines, a contribué dans le domaine de la santé au déploiement de Mon Espace Santé et, en urgence pendant la crise sanitaire, aux applications de partage d'informations, notamment sur les vaccins par rapport au Covid. Dans ce premier épisode de cette mini-série, on y parle de méthodologie plus générale lors de la mise en place d'infrastructures de partage de données, des avantages et des risques, le tout agrémenté par des anecdotes croustillantes. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous si le contenu vous a plu. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être présente avec nous pour commencer une mini-série sur plusieurs thématiques qui ont toutes pour point commun le développement des infrastructures de partage de données. Ces infrastructures de partage de données sont indispensables à la mise en œuvre des politiques publiques. Et cette manière innovante de répondre à des problématiques d'intérêt général, on va justement l'explorer ensemble à partir de ton expérience, de ton parcours et aussi dans le cadre d'épisodes complémentaires avec d'autres intervenants avec qui tu as pu travailler et qui ont mis en œuvre aussi ce type d'infrastructure de partage de données. Alors je te présente d'abord, et puis ensuite on rentre bien sûr dans le vif du sujet. Laura Letourneau, tu es née en 1989 et après un bac scientifique, tu t'orientes sur une classe préparatoire pour les écoles d'ingénieurs pendant 2 ans à Montaigne, à Bordeaux. Tu intégreras ensuite les mines de Paris de 2009 à 2013 pour y suivre des études en sciences d'ingénieur. À l'issue de cette formation, tu rejoins le programme Administration publique du corps des mines pour 3 ans, de 2013 à 2016, avec une expérience dans le privé chez SunPower Corporation pendant 1 an, puis Solvay au Brésil pendant 1 an aussi. 2 expériences sur des questions de transition énergétique, photovoltaïque et biobutanol, avant d'écrire un livre en 2016, Ubérisons l'État, avant que d'autres ne s'en chargent, qui prône la méthode de plateforme publique pour créer des alliances innovantes et éthiques avec la société civile et le privé. Tu mets ensuite en œuvre cette méthode dans plusieurs secteurs. D'abord, lorsqu'en 2016, tu deviens conseillère puis chef de l'unité Internet ouvert à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pendant 3 ans. Et tu deviens au 1er janvier 2019 délégué ministériel au numérique en santé au sein du ministère de la Santé et où tu pilotes la feuille de route du numérique en santé et ses 30 actions, notamment le déploiement de Mon Espace Santé et de tous les systèmes d'information qui ont été célèbres pendant la crise sanitaire. Fin août 2022, tu es missionné par la Première ministre pour répliquer la méthode de plateforme publique à la planification écologique, ce qui a donné lieu à la feuille de route numérique et données de France Nation Verte, publiée en décembre 2023, ainsi que pour tirer des enseignements de la transformation numérique publique, ce qui a donné lieu au travail sur les infrastructures de partage de données dont tu vas nous parler aujourd'hui. À côté de ça, tu as cofondé le collectif Hacker Public qui rassemble des agents publics de tout ministère à qui les services publics tiennent à cœur et qui se serrent les coudes pour les améliorer. Aussi, tu as reçu la médaille des Chevaliers de l'Ordre du Mérite pour tes travaux. Alors Laura, toujours première question, quel est ton plus beau souvenir sur ton parcours ? Alors en fait, c'est super dur de choisir parce que typiquement en santé, avec mon binôme, la Dominique Pont, on se disait toujours quand on sortait d'une réunion ou quoi, ou d'un événement, qu'on avait l'impression d'être dans un film en fait, ou dans une série tellement il y avait de rebondissements en permanence, des hauts, des bas, des rires, des larmes, pendant le Covid évidemment, mais aussi hors Covid. Mais si je devais choisir des moments qui m'ont vraiment touchée,
des moments que je trouvais vraiment beaux, en fait. C'est des moments assez humains, en fait, où il y a des mots qui m'ont mis les larmes aux yeux. Par exemple, sur des événements en interne dans la fonction publique, en juin 2022, avec Dominique, avant qu'on quitte le ministère de la Santé tous les deux, on avait organisé un séminaire interne avec les centaines d'agents publics du ministère, des opérateurs, etc., qui avaient dépensé des litres de sueur dans la feuille de route, qui avaient vécu ensemble des aventures incroyables. Le séminaire, il s'appelait la pendaison de crémaillère de la maison du numérique en santé, parce qu'en fait, on avait construit, dans la logique d'État plateforme, les fondations de la maison, là, dont je parlerai tout à l'heure. Et on pendait un peu la crémaillère en disant, voilà, on a fait le travail ingrat pendant 3 ans et demi, et maintenant on peut enfin pendre la crémaillère et parler de la couleur du canapé du salon. Et donc, il y avait plein de témoignages d'agents publics et des rétrospectives intéressantes. Et il y a plusieurs agents publics qui ont dit, voilà, j'ai rejoint l'aventure parce que, non pas je suis un agent de l'ARS ou du ministère, etc., mais je suis avant tout un citoyen engagé. Il y en a un autre qui a dit voilà, j'ai rejoint l'aventure parce que l'équipe respirait la joie de vivre. Et tous les deux disaient on a trouvé ce qu'on a cherché, on a été hyper épanouis, on a eu une sensation d'apporter et de contribuer au bien commun. Et donc, ça pour moi, c'est vraiment des moments juste absolument magnifiques et qui justifient toutes les galères qu'on peut avoir sinon. Ça, c'est sur la partie, disons, expérience en interne. Et puis sur la partie externe, il y a d'autres événements hyper marquants. Parce qu'on quand on est arrivé en 2019, on a fait le tour de France des régions pendant 6 mois. C'était hyper dur parce qu'on arrivait, on parlait de mon espace santé, on nous disait vous avez mis un coup de peinture sur le DMP qui ne marche pas depuis 15 ans, on n'y croit plus, etc. Donc on se prenait pas mal de tomates, on devait déployer une énergie phénoménale pour lutter contre les cynismes, le découragement, etc. Et à la fin du Tour de France, je me souviens qu'il y avait le président de France Asso Santé qui nous avait dit pour une fois j'y crois. Donc, c'était vraiment un truc qui m'avait marqué où je m'étais dit bon voilà. Tout est à faire, mais en fait, l'espoir renaît. Et puis, une autre aventure, c'était celle du comité citoyen qu'on avait mis en place avec 30 citoyens tirés au sort qu'on avait formés pendant 3 week-ends dans un hôtel en banlieue de Paris sur des sujets précis sur lesquels il y avait besoin de leur avis. Par exemple, jusqu'à quel point les pouvoirs publics peuvent utiliser les données personnelles de mon espace santé pour faire de la prévention en santé. Il y a des avantages, inconvénients. Ça peut être super en termes de santé publique pour la personne et à la fois c'est un peu intrusif, etc. Donc c'est vraiment un sujet de société. Et j'avais vu devant mes yeux, et on avait vu avec toutes les équipes qui avaient organisé le comité, des citoyens lambda, quoi, de la bobo parisienne aux jeunes du banlieue, à Patrick qui habitait en Creuse et qui n'avait pas accès à Internet, littéralement faire société devant nous, avec énormément d'empathie, de solidarité les uns pour les autres, ou dès qu'on se posait une question, je sais pas quoi, la bobo allait dire oui mais Patrick n'a pas Internet, comment est-ce qu'il va faire, etc., etc. C'était magnifique. Et sur le fond, qui ont rendu un rapport de 30 pages avec des recommandations sur cette question et sur toutes les autres qu'on leur a posées, d'une intelligence et d'une nuance qui redonnent foi à la démocratie, où on se dit c'est possible en fait de construire ensemble un avenir commun, quoi. Donc c'est vraiment les moments comme ça que je retiendrai. Un peu à la manière de la Convention citoyenne pour le climat, où il y a une sélection de personnes totalement au hasard et vous les coachez un petit peu pour leur permettre ensuite de réfléchir ensemble et de proposer des choses. En fait, on s'était inspiré du modèle, on a repris le même prestataire d'ailleurs, et juste on avait un peu tiré des enseignements où on ne s'était pas engagé à reprendre sans fil tout ce qu'il en sortait, mais en fait, en pratique, c'est ce qu'on a fait derrière. Et puis, on avait centré ça sur des questions plus précises, donc très, très stratégiques. Pas du tout, c'est quoi la couleur des boutons de mon espace santé, mais des questions plus précises pour que, pour essayer d'en sortir quelque chose de concret, efficace. De concret, d'intéressant. C'était pas parfait, encore une fois, c'était un test. Il y a des comités citoyens tous les ans avec des nouvelles questions et on s'améliore. Et les équipes qui ont pris la suite améliorent le processus d'année en année. Donc des souvenirs plutôt orientés transformation numérique. Dans le corps des mines, tu fais du privé. Tu travailles dans 2 entreprises. À partir de quand la transformation numérique et organisationnelle du secteur public, ça devient vraiment ton fil rouge dans ta carrière? Effectivement, en fait, la formation du corps des mines, c'est 3 ans, dont les 2 premières années dans le privé, donc que j'ai fait plutôt dans la transition écologique. Et en dernière année de formation, on a une année avec des conférences et on doit faire un travail de mémoire aussi, que j'ai fait avec Clément Berthollet. Et la question qu'on avait retenue, c'était « Ubérisation, à qui le tour ?» Et en fait, on a interviewé des acteurs de tout un tas de secteurs et
ça nous faisait rigoler parce qu'ils voyaient tous l'ubérisation à la porte des autres secteurs, donc les taxis qui avaient déjà eu lieu, les hôtels, etc., mais pas à la leur, parce qu'ils disaient il y a des statuts qui font qu'on est protégé juridiquement, etc. Alors que nous, de loin, ça nous semblait évident qu'il y avait un risque aussi pour eux. Et on s'est dit, il n'y a pas de raison que nous, futurs hauts fonctionnaires, on soit plus intelligents que les autres. Et en fait, nous-mêmes, on est certainement en train de se faire ubériser. Et donc, on a tiré le fil. D'une part, parce que ça nous amusait un petit peu disons, d'être un peu gentiment provocateur auprès du jury du corps des mines, en disant, voilà, peut-être qu'on considère que le corps des mines est l'élite de la France, mais en fait, nous-mêmes, on n'est pas à l'abri. Et d'ailleurs, on n'a pas complètement fait nos preuves sur la transformation numérique, la transformation organisationnelle, la transformation écologique de l'État, etc. Donc, ça nous amusait aussi pour ça, mais surtout parce que sur le fond, en fait, on s'est rendu compte que c'était vrai, en fait. Même déjà à l'époque, il y avait tout un tas d'indices qui montraient que les GAFAM, notamment Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, étaient en train d'ubériser les services publics, avec tout un tas d'exemples qu'on présentait dans le livre. Et donc, on a un peu twisté le sujet en disant c'est à l'État de se faire ubériser. Et en fait, il ne faut pas s'asseoir et pleurer, il faut en profiter pour orienter cette mise en mouvement dans un cadre de valeurs éthiques, humanistes, citoyens, démocratiques, quoi, tout simplement. Et c'est là qu'est sorti le principe qu'on appelait à l'époque État méta-plateforme, dans la lignée de ce qu'Henri Verdier, Nicolas Collin et tout un tas d'autres personnes appelaient État plateforme et qu'on appelle maintenant plateforme publique. Donc c'est vraiment à partir de là. Et ensuite, j'ai voulu voir si, au-delà de la théorie proposée dans le livre, même si on l'illustrait avec des exemples, ça passait l'épreuve des faits. Donc je voulais essayer moi-même de faire selon cette méthode de plateforme publique, ce que j'ai fait à l'ARCEP, puis à la santé, puis dans l'écologie. Oui, parce que tu écris ce livre en 2016, c'est pile poil le moment où les taxis, les VTC font face à Uber dans sa version la plus complète, qui vraiment déstabilise. Qu'est-ce que ça veut dire ubériser ? Alors, ça fait l'objet de tout un chapitre dans le livre où, en fait, il n'y a pas de définition officielle, donc mince, on donne la nôtre. Et surtout, on s'en éloigne assez vite, où en gros, on dit on ne souhaite pas ubériser, on souhaite plateformiser. D'accord, et on donne une définition de l'état plateforme, justement, etc. Ouais. D'accord, tu réfléchis sur cette notion d'état plateforme. On te reviendra bien sûr dans la partie 2 plus en détail. Et tu arrives à l'ARCEP. Qu'est-ce que tu retiens un peu de cette expérience de 3 ans à l'ARCEP ? En fait, j'avais rejoint l'ARCEP par un intérêt sur des sujets de fond, mais aussi parce que son président de l'époque était Sébastien Soriano, qui lançait tout un tas de travaux à l'époque sur ce qu'il appelait la régulation des barbares. Il disait qu'il faut barbariser la régulation pour réguler les barbares. Donc c'était vraiment les barbares étant les GAFAM. Donc il prenait pour une régulation des plateformes en plus de la régulation des réseaux, qui était le cœur de métier de l'ARCEP, des réseaux télécoms. Et donc ça m'attirait parce que je savais que là-bas, j'aurais un peu les mains libres, entre guillemets, pour tester des choses et mettre en œuvre la plateforme publique sur des petits cas d'usage. À l'époque, moi, je travaillais sur des sujets assez techniques, sur la défense de la neutralité du net, sur faire en sorte d'avoir une meilleure qualité de service, un meilleur débit, par exemple, sur les réseaux fixes Internet, et puis d'autres trucs plus techniques. Et en l'occurrence, on l'a mis en œuvre sur des petits cas d'usage où, par exemple, au lieu de mesurer la qualité des réseaux fixes, comparer SFR, Bouygues, Orange et Free, en laboratoire, où tu tires des lignes de cuivre, de fibres, etc. Et tu vois, en gros, lequel a le débit le plus puissant. En interne, c'est un système qu'on appelait le système Volkswagen, parce qu'on considérait qu'il était truqué par les opérateurs et par ailleurs qu'il coûtait super cher. On a dit, il faut qu'on trouve une autre méthode moins chère et plus fiable. On va chez les personnes ? Eh ben, pas loin, en fait. On fait du crowdsourcing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des speed tests qu'on peut télécharger sur son ordinateur pour mesurer le débit. Ça mesure des débits qui sont, par définition, fiables, puisque c'est des vrais débits. En revanche, ils sont mal qualifiés. On ne sait pas si le débit il est mauvais parce que la télé était allumée ou tu étais en Wi-Fi et pas en filaire, par exemple. Et donc, on a fait en sorte de développer des API dans les box des opérateurs pour qu'ils nous envoient ce qu'on appelle ces métadonnées, qu'on soit à même de qualifier les débits qui remontaient de ces acteurs du crowdsourcing et de faire des podiums, entre guillemets, entre opérateurs qui soient beaucoup plus fiables. Et donc, ça nous coûtait quasiment rien et c'était beaucoup plus efficace, en fait, et beaucoup plus... ça remplissait son objectif. Donc, c'est un exemple de mise en œuvre sur un petit sujet, mais qui est représentatif de ce qu'on peut faire sur des sujets de plateforme publique. Alors, pour préciser, API, tu me dis si je me trompe pas, mais API, c'est l'interface en fait, entre vous, vos données, et ce que les box peuvent faire remonter. Et crowdsourcing, c'est plutôt viser le peuple, c'est ça ? Viser la foule, avoir des grandes plages de données par l'utilisation massive ? En fait, crowdsourcing, c'est s'appuyer sur ce que certains appellent la multitude pour collecter de l'information. C'est-à-dire, en gros,
on décentralise l'information et on fait en sorte que chaque citoyen la remonte, voilà. Donc là, en l'occurrence, chaque citoyen qui lance des speed tests. Et une API, en fait, c'est un pont logiciel, tout simplement. C'est juste un tuyau, si tu veux, qui te permet de remonter un certain nombre de données. Donc, en l'occurrence, la box, elle sait si la télé est allumée en même temps que Internet, ou elle sait si c'est du Wi-Fi et du filaire. Et donc, elle remonte cette donnée via un tuyau au speed test ou à l'ARCEP. Je ne me souviens plus comment ça fonctionne exactement. Ok, merci pour cet exemple bien précis avec quelques éléments techniques. Forcément, on regarde ton parcours et on regarde moi des invités que j'ai d'habitude qui sont plutôt administration, on va dire, pure, des ressources humaines, des finances, du juridique, des attachés d'administration pour la plupart. Comment toi, avec ton bagage d'ingénieur, tu as travaillé donc à l'ARCEP en tant qu'équivalent, enfin, au fonctionnaire équivalent administrateur et administratrice. Quel était un peu ton quotidien ? En fait, en tant que corps des mines, on fait partie de ce qu'on appelle les corps techniques, donc pas des administrateurs. Et effectivement, peut-être que les postes vers lesquels on est orienté, en tout cas en début de carrière, c'est je dirais des postes de traducteurs, en fait, où on a besoin de bien comprendre les détails techniques de comment fonctionne mon espace santé ou CIDEP ou les API dans les box, etc. Pouvoir dialoguer avec des gens qui ont vraiment les mains dans le cambouis, qui sont très experts, tranchés s'ils ne sont pas d'accord, etc. Mais où on doit arriver à le vulgariser, le synthétiser et l'expliquer aux politiques, au grand public. Parfait, et après avoir mieux compris donc, d'où tu viens, ton rapport aux données, à l'innovation, on va pouvoir approfondir ton expérience bien sûr au ministère de la Santé et tout le chantier, tout le travail que tu as fait collectivement sur les infrastructures de partage de données indispensables sur les politiques publiques dans la partie 2. Partie 2 sur tes missions professionnelles et surtout ton expérience au ministère de la Santé et dans la transition écologique autour des infrastructures de partage de données. C'est le cœur de cette mini-série, cette partie 2. Et forcément, on en parle depuis le début du podcast, il faut qu'on le définisse. Qu'est-ce qu'une infrastructure de partage de données ? Alors, pour expliquer ce que c'est une infrastructure de partage de données, c'est intéressant de revenir à la logique de plateforme publique dont on parlait tout à l'heure. La logique de plateforme publique, elle permet tout simplement d'organiser le qui fait quoi entre le public et le privé sur un sujet numérique, en santé, dans l'écologie, dans l'agriculture, etc. Elle dit qu'il faut s'inspirer du mode de gouvernance d'une ville dans lequel les pouvoirs publics ils font deux choses. Ils font les règles, code de la route, code de l'urbanisme, mais ils font aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Réseau d'eau, réseau d'égout, réseau d'électricité. En revanche, c'est le privé, la société civile, qui fait les maisons d'une ville. Nous, pouvoir public, on fait un HLM de temps en temps qui n'a pas de business model, mais sinon, c'est le privé qui le fait. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ces acteurs privés, ils construisent des maisons qui respectent le code de l'urbanisme et qui se raccordent aux infrastructures. Dans le numérique, que ce soit en santé, dans l'éducation, dans la justice, dans l'écologie, ces règles, ce n'est pas le code de l'urbanisme, c'est des règles d'éthique, des règles de cybersécurité et des règles d'interopérabilité. Et les infrastructures, c'est des tuyaux, et c'est notamment ces fameuses infrastructures de partage de données qui font circuler dans un cercle restreint fermé d'acteurs des données qui sont sensibles. Ça peut être, tout à l'heure on en parlait, est-ce que tu es connecté en Wi-Fi ou en filaire, ton compte-rendu d'hospitalisation dans le cas de mon espace santé, des données qui sont soumises au secret des affaires, par exemple la recette d'un certain produit alimentaire, etc. Donc c'est surtout pas des données qui ont vocation à être publiées en open data de façon ouverte à vue de tous. C'est des données qui circulent dans un cercle restreint fermé d'acteurs pour des finalités très très cadrées, très particulières, pour être bien sûr de respecter la sécurité des données. Et ensuite, les acteurs privés font l'équivalent des maisons de la ville, qui sont des services numériques à valeur ajoutée métier, que ce soit pour les citoyens ou pour les professionnels. Par exemple, dans la santé, Doctolib, service de prise de rendez-vous en ligne, c'est le privé qui le fait, c'est pas le ministère de la Santé. Par exemple, les logiciels de ton kiné, de ton hôpital, de ton médecin, de ton pharmacien, c'est pas les acteurs publics qui les font, c'est du domaine concurrentiel. Par contre, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ces logiciels-là, ils respectent nos règles, qu'ils soient éthiques, sécurisés, interopérables, et qui se raccordent à nos infrastructures de partage de données, en l'occurrence mon espace santé ou CIDEP dont on parlait tout à l'heure. Donc ces infrastructures, pour fonctionner elles-mêmes, elles ont besoin des règles d'éthique, d'interopérabilité, de sécurité. Voilà, par exemple, pour être bien sûr qu'on récupère le consentement de la personne quand il y en a besoin pour faire circuler une donnée. Et elles servent à quoi en fait ? Elles servent à
urbaniser, si tu veux, l'échange de données au lieu de laisser chaque acteur bricoler dans son coin. Un peu comme dans un bidonville où en fait c'est chaque maison qui va récupérer son eau de pluie, traiter ses déchets, tirer ses lignes électriques. On voit bien que c'est pas efficace, que ça peut casser à tout moment, que ça peut déclencher des pandémies. Aujourd'hui, souvent, on en est là dans le numérique en réalité. Et donc on a besoin de ces infrastructures qui organisent et qui mutualisent et qui rendent efficace et sécurisé le partage de données. Et ces infrastructures, au niveau onusien, donc international, elles s'appellent les Digital Public Infrastructure, et au niveau européen, elles s'appellent souvent les Data Space. Et bref, elles sont aussi liées à la régulation, au Data Governance Act et à sa régulation des intermédiaires de données. Et elles ont aussi d'autres terminologies. Mais en gros, pour que les gens s'y repèrent par rapport à l'existant de la France, c'est plutôt les data space au niveau européen et les DPI, Digital Public Infrastructure, au niveau onusien. Wow, ok. Alors, avec cette métaphore filée sur la maison, la ville, on y voit vraiment très clair. Et à la fois le rôle important, bien sûr, prépondérant même de l'État, de la collectivité, qui est la seule capable, en fait, un peu... On sort de l'état de nature et on est dans un état, justement, régulé, ou en tout cas, la régulation étant la dernière forme de cet état, comme tu l'appelais, l'état plateforme. Et alors, maintenant qu'on a compris de quoi il s'agissait, tu arrives en 2019 au sein du ministère de la Santé, en tant que délégué ministériel sur les questions de santé. L'état des lieux... on parlait du DMP tout à l'heure, donc peut-être que tu pourras donner l'acronyme. Comment toi tu arrives à prendre ton poste et à fixer justement ce cadre, cette méthodologie, à commencer à travailler dessus? En fait, quand on est arrivé en 2019, l'état des lieux, si tu veux, c'était qu'il n'y avait plus trop d'espoir en fait. On était dans un espèce de cercle vicieux, on était bloqué. Tu n'avais pas de portage politique des sujets numériques par le ou la ministre depuis des années. Du coup, tu avais des éditeurs de logiciels, donc ceux qui font les logiciels des pharmaciens, des kinés, etc., qui avaient créé des modèles économiques un peu vicieux, où en gros, ils rendent captifs leurs clients au lieu de proposer des services innovants, ergonomiques, etc. Aussi parce que nous, puissance publique, on n'avait pas fixé des règles d'interopérabilité, de portabilité des données efficaces. Du coup, tu as des professionnels de santé qui, évidemment, il y a plein d'exceptions, mais en majorité étaient plutôt peu enclins à avancer sur les sujets numériques, aussi parce que les outils qu'ils utilisaient étaient d'un autre temps par rapport aux outils qu'ils utilisaient dans leur vie personnelle. Et on avait la quatrième type de partie prenante, les assos de patients, qui voilà, souvent sont, comme tous les bénévoles, des personnes plutôt âgées, etc., qui même, encore une fois, s'il y a tout un tas d'exceptions, notamment son président, qui voyait le numérique beaucoup sous l'angle des risques et pas des opportunités. Donc sur les risques d'état Big Brother, dont on parlait tout à l'heure, sur les risques de fracture numérique, de déshumanisation, etc. Et du coup, le ou la ministre, quand ces parties prenantes, que ce soit les professionnels de santé ou les assos de patients, lui parlent pas du numérique ou que en mal, il a aucun intérêt à s'en saisir et donc il s'en saisit pas. Bon, ce que tu nous décris là en 2019, c'est un cercle vicieux qui est quand même assez complexe. Comment on s'en sort justement ? En fait, on s'en sort en commençant par ce que je viens de faire, c'est-à-dire en décrivant de façon transparente l'état des lieux et en disant, voilà, c'est bloqué pour cette raison et en fait, on est tous responsables. La e-santé en France, c'est nous tous, là, les 4 parties prenantes, c'est personne d'autre. Donc en gros, il faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir collectivement. Ensuite, on repart du pourquoi, en disant mais pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin en fait de numérique dans la santé et quels sont ses risques ? Et donc typiquement, on explique que faire de la prévention en santé, de la coordination ville-hôpital, désengorger les urgences, lutter contre les déserts médicaux, en fait, ça demande que tout un tas d'acteurs, l'hôpital, l'EHPAD, le médecin, les pouvoirs publics, l'assurance maladie, échangent des données pour qu'on le fasse efficacement. Et donc malheureusement, j'ai envie de dire, on ne va pas y couper. Si on veut moderniser le système de santé, on va devoir y aller. Qu'en revanche, il y a tout un tas de risques, dont je parlais tout à l'heure, contre lesquels il faut lutter proactivement dans un cadre éthique, humaniste, citoyen. Donc on marche sur 2 jambes. On part de ça. Ça, c'est le pourquoi, notre mission commune, notre boussole. Ensuite, on va sur le quoi. On dit comment est-ce qu'on s'en sort pour remplir ces objectifs-là ? Et c'est là qu'on arrive sur la logique de plateforme publique. On dit vous, privé, vous allez faire ça, nous, public, on va faire ça, et on va travailler comme ci, comme ça ensemble. Et ça, on l'a résumé dans une maison, en fait, cette logique de plateforme publique, qui a plusieurs briques, dont une brique qui était le DMP, le dossier médical partagé, qui dysfonctionnait depuis 15 ans, qui était censé être le carnet de santé en ligne numérique des Français, mais qui ne marchait pas pour tout un tas de raisons, et qu'on a modernisé en Mon Espace Santé. C'est une des actions sur 30 de la feuille de route. Et ensuite, le plus important, on va sur le comment, où on dit, pour mettre en œuvre ces 30 actions, c'est là que ça se complique, il faut, porter des actions de transformation publique, donc on a fait tout un tas de réorganisations internes au ministère de la Santé et chez les opérateurs,
On a recruté des nouveaux profils, on a mis beaucoup plus de coordination entre le niveau national, régional, etc. Et il faut aussi qu'on se coordonne et qu'on travaille bien plus efficacement avec les acteurs externes. Je parlais tout à l'heure du Tour de France, du comité citoyen, des comités par partie prenante, etc. On s'était fixé 3 ans, en fait, entre 2019 et 2022, pour dérouler cette feuille de route et notamment sortir mon espace santé. Et il y a le Covid qui est arrivé au milieu en 2020. Parce qu'en 2019, il y a donc ce sursaut un petit peu politique, le plan Ma Santé 2022. On se fixe donc 3 ans, l'objectif de la fin de mandat, pour avoir des outils numériques un peu réinventés, revisités. Exactement. Mais tu l'as dit, la crise sanitaire, le Covid, toi, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur ton travail ? En fait, si tu veux, on parle des infrastructures de partage de données. Mon espace santé, c'est une infrastructure de partage de données qui fait en sorte que ton compte rendu de biologie, il passe de façon fluide entre le laboratoire où tu l'as fait, ton hôpital, ton EHPAD, ton médecin traitant, si tu es une personne âgée. Là, avec le Covid, on a, dans des délais beaucoup plus courts, à mettre sur pied tout un tas d'autres infrastructures de partage de données qu'on n'avait pas prévues ou qui dysfonctionnaient depuis des années. Donc, par exemple, on doit mettre sur pied SIDEP, le système d'information de dépistage, où quand tu allais te faire tester à ton laboratoire de biologie médicale, tu reçois automatiquement ton test ensuite. Tu peux en faire un pass sanitaire. Les pouvoirs publics le reçoivent pour savoir combien il y a de cas dans quelle région et qu'est-ce qu'il faut confiner ou non, pour arriver à déclencher ce qu'on appelait le contact tracing, pour faire tout un tas de choses. Et donc, là, je te donne l'exemple de SIDEP, mais tu avais l'équivalent sur les vaccins, l'équivalent sur savoir où il y avait des lits de libre pour faire du transfert de patients, savoir où il fallait envoyer les respirateurs. Tu avais énormément d'infra de partage de données qu'il fallait mettre sur pied juste pour que les acteurs travaillent ensemble efficacement. Et donc, en fait, en quelque sorte, on a été obligés de faire nos preuves sur d'autres infrastructures de partage de données plus tôt et plus rapidement. Et le fait est que ça a fonctionné avec tous les opérateurs qui ont été engagés, tous les acteurs régionaux, tous les acteurs privés. Et donc, en fait, en quelque sorte, ça nous a crédibilisés collectivement sur la logique de plateforme publique. Et ça nous a aussi permis d'obtenir derrière des sous qu'on n'avait pas avant. En l'occurrence, 2 milliards d'euros qu'on a réussi à obtenir dans le cadre du Ségur de la santé avec un immense volet numérique. Concrètement, quand le président de la République annonce le confinement mi-mars à peu près, mi-mars 2020, toi, tu es en gestion de crise, tu es à la table avec, je sais pas, le ministre, les directeurs, et on veut appuyer sur le bouton numérique, et dans ce cas-là, on appelle Laura. Comment ça se matérialise concrètement, cette réactivité de devoir travailler vraiment dans l'urgence ? C'était pas aussi organisé que ça au début de la crise Covid. Okay. C'est-à-dire que il y a eu une période un petit peu de flottement, et au bout d'un moment, quand les choses ont commencé à se structurer, en fait, quand Emmanuel Macron a annoncé qu'on allait déconfiner à telle date pendant la première vague, on s'est rendu compte, on était à 3 semaines de la date, et on s'est rendu compte que si on continuait à compter le nombre de cas avec des Excel envoyés par mail non sécurisés par les laboratoires de biologie médicale à Santé publique France, à l'ARS, aux caisses primaires d'assurance maladie, de façon hebdomadaire, non sécurisée comme je le disais, avec des agents publics qui galéraient à consolider derrière, on n'arriverait pas à déconfiner en fait, parce qu'on n'arriverait pas à avoir une mesure réactive, exhaustive et fiable du nombre de cas, et que donc on n'avait pas le choix, on devait mettre des SIDEP sur pied en 3 semaines, sinon on ne déconfinerait pas. Et donc là, tu as à la fois des financements, quoique le Ségur c'est juste après, c'est en juillet 2020. Toi, ton équipe, tu peux l'étoffer. C'est ça un petit peu le concret donc d'une ingénieure, mais haute fonctionnaire au ministère de la Santé. Cette partie gestion de crise, réaction en 3 semaines. Parce que concrètement, même si tu mets toute l'énergie du monde dedans, il faut forcément que tu aies aussi des bras. Donc on fait à moyens constants avec les équipes du ministère. On travaille avec d'autres équipes. Comment ça se passe ? En fait, ce qui est super quand tu es en gestion de crise, c'est que le bon sens reprend le dessus. Et donc, c'était le bonheur en pratique, parce que toutes les barrières bureaucratiques, administratives, les freins que tu peux avoir d'habitude, ils n'étaient plus là, en fait, les freins mentaux et culturels. Et donc, d'un point de vue du budget, c'était le quoi qu'il en coûte à l'époque. Donc, si tu veux, il n'y avait pas de sujet de budget. Par contre, le plus gros sujet, c'est le sujet humain. Au bout d'un moment, tu as des équipes qui sont limitées. C'est pas en 3 semaines que tu vas réussir à recruter quelqu'un, le former, etc. Donc, il faut faire avec les moyens du bord et il faut se débrouiller. Et en l'occurrence, on a travaillé, c'est un peu bizarre d'ailleurs, avec l'AP-HP,
qui est des hôpitaux parisiens et de l'Île-de-France, mais pour toute la France, parce qu'ils avaient déjà des équipes sur place, un embryon de projets qui ressemblaient à CIDEP et qu'ils étaient motivés et dynamiques et compétents. Et donc en fait, on a fait un partenariat entre nous, le ministère de la Santé, et la PHP, et aussi, j'insiste, tous les acteurs externes, les éditeurs de logiciels, les biologistes, on a vraiment travaillé main dans la main comme si on était collègues, et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à dépoter. Et alors, quand on vit ce genre d'expérience, d'avoir un autoroute devant soi pour pouvoir travailler, monter des projets en 3 semaines et mettre tout le monde autour de la table, ça donne envie de recommencer, ça donne envie de continuer de répliquer cette méthode. Comment ça s'est passé justement, cette démarche pour aller dupliquer, plaquer cette méthode sur d'autres secteurs? En fait, déjà, ça nous a permis d'affiner la méthode de plateforme publique avec CIDEP et on l'a répliquée déjà sur Mon Espace Santé. Et Mon Espace Santé, il a été lancé en 2022, il a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, et alors que le DMP, son prédécesseur, a été une coquille vide pendant 15 ans, il y a 80% des hôpitaux qui l'alimentent automatiquement en données, les 2/3 des professionnels de santé libéraux, il y a près de 14 millions de Français qui l'ont déjà utilisé. Enfin, c'est juste, il faut se rendre compte de ces chiffres. Ça n'arrive très rarement dans la fonction publique d'avoir des chiffres aussi rapides sur un projet numérique. Évidemment, il y a encore énormément de challenges, c'est une marche en montagne, il peut y avoir un problème à tout moment, mais je veux dire, il faut aussi se rendre compte de ce qu'on a réussi collectivement à faire en dupliquant la méthode de CIDEP. Et donc, en 2022, j'ai été missionnée à l'époque par Elisabeth Borne pour essayer de répliquer cette méthode au-delà de la santé, en l'occurrence avec un gros focus sur la transition écologique. Donc ça a donné lieu à la feuille de route numérique et données dont tu parlais pour la transition écologique, la planification écologique, publiée avec le SGPE, le secrétariat général à la planification écologique, en décembre 2023. Donc en gros très concret, 300 pages avec pas une maison mais 8 maisons, etc. sur des sujets aussi vastes que l'agriculture, le logement, la consommation responsable, l'industrie verte, la finance verte, les mobilités, etc. Et ça a donné lieu aussi j'ai été missionnée aussi pour faire un retour d'expérience des 10 ans en gros que je venais de passer dans la fonction publique, où la question c'est comment est-ce qu'on peut s'améliorer encore davantage sur la transformation numérique et organisationnelle de l'État. Et en fait, j'ai eu pas mal de mal à trouver l'angle de ce retour d'expérience, tellement il y a de choses à dire en fait sur le sujet. Et j'ai un peu eu un déclic aux 2 ans de Mon Espace Santé, qu'on a fêté en février dernier, en février 2024, où Dominique, mon binôme et moi, on a été invités pour faire une espèce de rétrospective justement sur les débuts de Mon Espace Santé, comme on vient un peu de le faire. Donc c'était incroyable comme événement, c'était à la Maison d'Alchimie, c'était hyper pro, hyper naturel, hyper joyeux, il y avait toute la presse, tout l'écosystème e-santé qui était là. Et la ministre, qui était en poste depuis 1 mois, qui a introduit l'événement en disant « c'est génial », et je le dis d'autant plus simplement que j'y suis pour rien, je viens d'arriver. Des assos de patients qu'on dit, on avait fini par appeler le DMP, le dossier médical perdu, je pensais pas qu'on s'en sortirait de mon vivant, le patient existe enfin pour de vrai. Des patients qui expliquaient comment ça leur aidait à pas oublier leur vaccin, à gérer leur grossesse. Un médecin qui disait qu'il perdait plus de temps à renvoyer les ordonnances. Le CHU de Bretagne qui disait « c'est pas un projet, mais c'est une aventure ». Une start-up au cocktail qui m'a dit franchement c'était super dur, on a fait que ça pendant 2 ans mais on y est allé pour les patients, pour nos clients et parce que les pouvoirs publics sont sortis d'un rapport dominant-dominé avec nous, etc. Et c'est ça qui a donné lieu aux résultats qu'on obtenait au bout de 2 ans, même si encore une fois c'est pas du tout parfait, il y a énormément de challenges à surmonter encore. Et ce qui était très marrant pendant cet événement, c'est que les agents publics et l'écosystème sont ressortis sur les galères innombrables et honnêtement inimaginables pour atteindre ces résultats. Les litres de sueur passés sur le sujet. Dominique a rappelé aussi à quel point à chaque fois qu'on avait des arbitrages clés, on nous a toujours dit que c'était impossible, qu'on n'y arriverait pas à ouvrir Mon Espace Santé en opt-out, qu'on n'arriverait pas à rendre le raccordement obligatoire, etc. etc. En opt-out, c'est quoi ? En opt-out, c'est ouverture automatique de Mon Espace Santé, sauf opposition de la personne. Quelque chose qui faisait que le DMP, son prédécesseur, était une coquille vide, c'est que tu avais des hôpitaux qui disaient « j'alimente pas mon espace santé », le DMP à l'époque, parce que les gens n'en ont pas. Et les gens ouvraient pas leur DMP parce que les hôpitaux l'alimentaient pas, donc ça leur servait à rien. Et donc on a dit encore une fois, il faut se sortir du truc. Et donc on a dit on l'ouvre, les gens peuvent bien sûr s'y opposer, mais par défaut, les hôpitaux, entre guillemets, c'est ouvert, et en l'occurrence aujourd'hui c'est ouvert pour plus de 95% des gens. Donc les hôpitaux peuvent l'alimenter, les gens peuvent s'y connecter, et quand ils l'ouvrent ensuite, il y a déjà des trucs dedans, et ils les ont reçus de façon sécurisée, pas comme aujourd'hui, encore des fois, ils reçoivent leurs données de santé par des canaux pas forcément sécurisés. Et entre guillemets, même si eux, ils l'ouvrent pas,
Si l'hôpital a déposé ton compte-rendu d'hospitalisation dans mon espace santé, ton médecin traitant va pouvoir aller le regarder dans mon espace santé. Donc pour les gens qui ont du mal avec les outils numériques, même si eux-mêmes ne l'utilisent pas, ça va faire en sorte qu'ils sont mieux pris en charge derrière. Donc c'était un gros truc à passer, qui est un gros sujet, parce que évidemment il y a politiquement sensible, etc. Mais le comité citoyen, typiquement c'était une des questions qu'on avait posées au comité citoyen, qui disait en sens, ça a passé Parlement, ça fait l'objet de plein de débats, les pour, les contre, les garde-fous qu'on met pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive, les garde-fous juridiques, les garde-fous techniques, etc., etc. Donc, si tu veux, à cet événement, c'était assez émouvant pour nous, parce que tout le monde remontait le temps, se disait, ah là là, mais l'entropie qu'on a dû surmonter pour arriver à déborder le sujet, pour arriver à embarquer autour de la logique de plateforme publique, alors qu'on était avec des bouts de ficelle. Au début, on n'avait pas du tout de moyens, le Ségur n'était pas encore passé, pour aller chercher avec les dents les arbitrages clés, pour remettre du terrain, de l'humain, de l'espoir, etc. Et en fait, ça m'a fait penser à l'année que je venais de passer avec des agents publics géniaux dans l'écologie et dans l'agriculture, et côté Bercy notamment, avec les galères hyper similaires, parce qu'en fait, on était au même endroit que ce qu'on était en 2019 dans la santé. Et donc, on a galéré à établir une cartographie de l'existant, on a dû faire preuve d'énormément de résilience pour arriver à convaincre l'importance d'infrastructures de partage de données, pas dans la santé en l'occurrence, mais dans l'agriculture, dans la consommation responsable, dans la rénovation des logements, etc. Typiquement, là, tu vois, en juillet 2024, il y a un communiqué de presse qui vient de sortir pour passer la gouvernance de HackDataHub, qui était une société privée à majorité publique, parce qu'en fait, c'est une infrastructure qui est une infrastructure de partage de données qui doit être publique, parce que comme mon espace santé, en fait, elle est essentielle pour la transition vers l'agroécologie, pour arriver à faire en sorte que les agriculteurs, par exemple, touchent des primes environnementales quand ils mettent moins de pesticides dans leur culture, pour arriver à faire en sorte de déployer ce qu'on appelle l'affichage environnemental, de mieux gérer les problèmes de pénurie d'eau, etc., etc. Et ça a été 9 mois, si tu veux, de débats en interne, de lutte contre l'entropie, de faire en sorte d'aligner tous les acteurs en interne, en externe, etc. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, je me dis, mais c'est incroyable comme les galères qu'on vient de vivre là pendant 1 an, en fait, on avait eu les mêmes au début en santé, donc ça m'a donné du baume au cœur. Je me suis dit, en fait, ça me semble loin maintenant 2019, mais on était aussi passé par là, en fait, avant d'arriver à cet événement génial. Et je me suis dit que j'aurais adoré que les agents publics avec qui je venais de travailler depuis 1 an soient là, pour qu'ils voient à quel point c'est dur pour les autres aussi, que c'est pas leur faute, entre guillemets, pour qu'ils se découragent pas, mais aussi pour que sur le fond, eux, dans l'écologie, dans l'agriculture, dans la santé, mais aussi tous les autres qui font des trucs géniaux sur des infras de partage de données, dans l'éducation, dans la culture, dans l'intérieur, dans la justice, ils échangent, ils partagent leurs tuyaux, ils mettent sur pied des bonnes pratiques pour que tout simplement on fasse mieux demain. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu travailles sur ces infras de partage de données dans un ministère, le décalage qu'il y a entre les enjeux colossaux associés aux infras de partage de données, où tu peux juste pas mettre en œuvre ta politique publique sans, et l'amateurisme avec lequel elles sont souvent portées est insupportable, en fait. Y compris d'un point de vue santé mentale. Non, mais je te le dis sincèrement. Vraiment, c'est grave, quoi. Et donc, on se dit, c'est pas possible. C'est notre responsabilité à nous, les quelques agents publics ou personnes externes qui connaissons bien ces sujets, il y en a pas énormément, en fait, d'alerter, surtout de contribuer à nous améliorer collectivement. Donc, si tu veux, il y avait un peu comme une envie, de ma part en tout cas, de revenir à la théorie, 8 ans après ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent, et de dire, voilà, là, la plateforme publique est passée à l'épreuve des faits, moi dans les télécoms, dans la santé, dans l'écologie, mais aussi dans l'éducation et dans d'autres secteurs, en interministériel, avec France Connect par exemple, etc. C'est le moment de l'approfondir davantage pour qu'on arrive à passer un nouveau cap. Donc c'est vraiment ça la jeunesse de ce travail sur les infras de partage de données. D'accord, donc en février, quand vous soufflez les 2 bougies de mon espace santé, il y a un peu ce déclic. Il faut une méthodologie pour des projets similaires qui mettent en œuvre des infrastructures de partage de données. Exactement, parce qu'en fait, les secteurs sont très différents. L'éducation, l'écologie, l'agriculture, la santé, mais en fait, on se rend compte qu'on a des expériences super similaires, des problèmes super similaires et des tuyaux pour résoudre ces problèmes qu'on doit partager, en fait. Et donc, à ce moment-là, on se dit, OK, il faut qu'on élabore cette méthodologie, il faut que le travail qui en sorte, il soit collectif. Moi, ça me tenait vraiment à cœur que ce soit pas que mon expérience, mais celle de plein d'autres personnes qui ont mis la main à la pâte sur le sujet. Ambitieuse, parce que des fois la contrepartie d'être collectif, c'est qu'on n'est pas d'accord sur tout et donc on est sur un consensus mou. Or, ces infrastructures, on en a besoin pour répondre aux enjeux du siècle, écologiques, sociaux, sociétaux, etc. Donc en fait, on n'a pas le luxe de ne pas être ambitieux, comme dans le Covid, il fallait le faire en 3 semaines, c'est pas nous qui décidons du timing.
et néanmoins terrain. Parce que si tu veux, les logiques de plateforme publique, de commun numérique qui est connexe, d'espace de données, je parlais tout à l'heure de data space, c'est assez conceptuel, c'est pas très concret. Et en fait, on n'arrive pas à passer le mur du son des experts numériques. Donc c'était super nécessaire, y compris pour les praticiens qu'on était nous, des infras de partage de données, d'avoir un peu un guide, une méthode, tout simplement pour savoir comment ils avaient fait les autres et savoir ce qu'ils recommandaient sur des exemples hyper concrets, pas des théories un peu hors sol, même si elles sont utiles, mais nous, ça n'allait pas assez loin pour nos besoins, entre guillemets. Et donc, si tu veux, on a choisi 7 exemples avec 7 porteurs d'infrastructures de partage de données. Donc, quels sont les exemples qu'on a retenus ? Il y en a 2 dont j'ai déjà parlé dans la santé. Le premier, c'est SIDEP, et donc le pass sanitaire, qui est une des applications de SIDEP. Le deuxième, c'est Mon Espace Santé. Ensuite, le troisième, j'en ai un peu parlé, c'est l'infrastructure dans l'agriculture, donc AgDataHub, dont la gouvernance est passée publique en juillet 2024. Donc ça permet de faire en sorte que les pratiques des agriculteurs, combien ils mettent de pesticides, combien d'eau ils utilisent, etc., circulent pour que quand ils les améliorent, ils augmentent leurs revenus. Un quatrième exemple dans la consommation responsable, pour partager quoi, par exemple, les données sur la production d'un t-shirt, par exemple, par une entreprise, ou sur la production d'un bien alimentaire et de la recette d'un bien alimentaire, c'est nécessaire pour mettre sur pied ce qu'on appelle l'affichage environnemental. Il faut connaître le coût environnemental d'un t-shirt, du Nutella, etc., pour informer le consommateur au même titre qu'on l'informe sur le prix ou sur le Nutri-Score aujourd'hui. C'est aussi nécessaire pour mettre, par exemple, c'est un projet de loi qui vient de passer, des taxes sur les vêtements issus de ce qu'on appelle la fast fashion pour faire en sorte qu'on arrive à limiter les dégâts environnementaux de la fast fashion. Quand tu parles de fast fashion, c'est notamment Shein, c'est ça, ou Shine? Oui, c'est exactement ça, c'est Shein. Ensuite, 5e exemple sur l'éducation, où on a besoin que les données d'agenda d'un collège, d'un lycée circulent pour arriver à gérer le remplacement des profs ou pour savoir quand est-ce que la collectivité territoriale doit passer faire le ménage ou pour couper le chauffage, par exemple, pour des raisons environnementales et de coût. 7e exemple, très en lien avec l'actualité de l'été 2024, c'est sur les mobilités, notamment pour les Jeux Olympiques à Paris. Il y a besoin de faire en sorte que les données sur où sont les délégations d'athlètes dans l'avion, dans le train, dans le bus, etc., circulent avec le ministère de l'Intérieur pour qu'ils assurent leur sécurité et aussi pour qu'ils arrivent à faire en sorte que les acteurs de la mobilité prennent en charge de façon efficace et éthique les personnes à mobilité réduite, et notamment les athlètes, pour les Jeux paralympiques. Et le dernier exemple, c'est dans le logement, c'est extrêmement important aussi, c'est autour de la rénovation des logements. On a besoin que le DPE, le diagnostic de performance énergétique dans un logement dont on a beaucoup parlé, circule de façon sécurisée entre les acteurs publics et privés pour plein de choses. Par exemple, pour que les propriétaires qui rénovent leur logement, ils arrivent à toucher efficacement les aides auxquelles ils sont éligibles. Aujourd'hui, c'est compliqué entre le niveau national, le niveau territorial, il faut faire plusieurs dossiers, etc. On en a besoin pour être capable aussi de mesurer avec efficacité, l'efficacité d'une rénovation énergétique avant la rénovation, après la rénovation, quel impact ça a eu sur le DPE, etc., etc. Donc, il y a plein de cas d'usage. C'est ça qui est complexe avec les infrastructures de partage de données qui sont essentielles pour mettre en œuvre plein de politiques publiques dont on entend parler dans la presse. Je sais pas quoi, bien organiser la sécurité des Jeux Olympiques, le projet de loi fast fashion avec Chine, le Covid évidemment, etc. Et en fait, on se rend pas compte que dès lors qu'il y a une politique publique comme ça et qu'il y a des acteurs qui doivent travailler ensemble derrière pour la mettre en œuvre, notamment des acteurs publics et privés, nationaux, européens, territoriaux, il y a besoin systématiquement d'infrastructures de partage de données et qu'on ne peut plus bricoler sur ces sujets parce que sinon on n'arrivera jamais à mettre en œuvre efficacement les politiques publiques. Mais alors toi qui baignes dedans depuis la crise sanitaire, même avant, quel est le degré de connaissance ? Alors la population, certes c'est autre chose, mais dans la fonction publique, dans l'action publique, quel est le degré de connaissance sur ces infrastructures de partage de données, les moyens qui sont mis en œuvre suffisants ? Voilà, comment toi tu t'évalues ça un petit peu à chaud ? Tu es quand même la référente sur cette question-là, puisque c'est toi qui écris ce fameux retour d'expérience et de partage de méthodologie. Qu'est-ce que tu as pu voir ? En 2016, avec Clément, quand on a écrit « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent », il y a quelqu'un, pas du tout de l'administration, de l'externe, qui nous a dit « Vous êtes à côté de la plaque, vous êtes déjà dépassé, il aurait fallu écrire « Blockchainisons l'État ». Quand, pendant le Covid, on mettait sur pied SIDEP, vaccin Covid, les systèmes d'information pour gérer le contact tracing, etc.,
et qu'on dormait 4 heures par nuit pour arriver à sortir ces trucs, on devait en parallèle répondre à des questions de parlementaires ou de parties prenantes externes, privées, des think tanks, etc., qui nous demandaient comment est-ce qu'on utilisait l'intelligence artificielle pour sauver la France et pour arriver à la déconfiner. Alors qu'on n'avait pas du tout besoin d'intelligence artificielle, ou très peu, ou en tout cas pas à moyen terme, sur des sujets. Il fallait juste que des acteurs partagent efficacement et de façon sécurisée de l'information pour travailler ensemble. Les hôpitaux, les pouvoirs publics, les biologistes, etc. Et donc, en fait, le problème des infrastructures de partage de données, c'est qu'elles ne sont pas sexy. C'est comme les infrastructures physiques. Un élu, ça préférera toujours inaugurer un bâtiment dans la ville, un truc qui se voit, un hôpital, une école, un incubateur de start-up, plutôt qu'un réseau d'égouts. Et donc, de la même façon, les politiques, mais aussi le grand public, la presse et donc les capitaux, tu parlais de moyens, sont davantage attirés par un service numérique concret, innovant, par de l'IA, que par une infrastructure numérique peu tangible. Pourquoi ? Parce que ces technologies sous-jacentes sont rarement spectaculaires, voilà, comme un réseau d'égouts, c'est rarement spectaculaire. Les cas d'usage sont très diffus, tu vois, c'est très difficile de te résumer en une seconde à quoi sert mon espace santé. Il y a 200 cas d'usage. Donc soit t'en choisis un et c'est pas très convaincant, soit t'en choisis 200 et t'endors les personnes. L'exécution de ces infrastructures pour les mettre en œuvre est complexe et long terme, comme un réseau d'eau, etc. Tu es tellement multipartie prenante que tu as toujours des délais, des surcoûts, etc. C'est pareil sur les infrastructures de partage de données. Et donc, il faut prendre un peu d'élan, si tu veux, pour arriver à embarquer, que ce soit en interne dans l'administration ou en externe auprès du privé, des capitaux privés, de la société civile, des syndicats, pour arriver à expliquer avec pédagogie à quoi ça sert et faire en sorte de mobiliser, en fait, pour construire collectivement ces infrastructures. Mais alors, de ce que tu nous décris, on dirait qu'il y a un intérêt pour ChatGPT, l'intelligence artificielle, la blockchain, moins pour les infras. Comment on fait pour mettre un peu ce coup de pied dans la fourmilière et avancer ? Surtout qu'en plus, quand on prend le parti de l'administration qui, souvent dans l'imaginaire collectif, c'est les lenteurs, l'inertie, alors qu'en fait, il y a beaucoup de projets qui justement montrent toute l'innovation, et le tien d'ailleurs en est un. Comment on fait ? Eh ben, en fait, c'est toujours la même méthode, celle qu'on avait fait pour rompre le cercle vicieux en santé. On repart du pourquoi, en expliquant vraiment avec énormément de volontarisme pourquoi, en fait, si les infrastructures de partage de données, c'est sexy et qu'en plus, indépendamment de ça, c'est nécessaire. Deuxièmement, on va ensuite sur le quoi, et on dit, OK, si c'est nécessaire, quelles sont les bonnes pratiques, les lignes directrices pour qu'on arrive à les porter et qu'on galère moins. Et ensuite, on va sur le comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place ces bonnes pratiques. Donc, si tu veux, c'est ce qu'on a fait. On est reparti du pourquoi. Et même avant de repartir du pourquoi les infrastructures de partage de données, on est reparti du pourquoi le numérique. Parce que c'est un sujet énorme, notamment, tu parlais de l'intelligence artificielle, tu vas parler à des ONG environnementales, tu leur parles d'intelligence artificielle, le premier truc qu'elles vont te dire, c'est nuisible. L'impact environnemental est catastrophique, et c'est vrai, c'est terrifiant. Ça fait rentrer dans des dynamiques hyper technosolutionnistes. Et par ailleurs, indépendamment de l'intelligence artificielle, je te parlais tout à l'heure de la fuite des données sensibles, des risques d'état Big Brother, de fractures numériques, d'amélioration effrénée de la productivité, de diminution de la résilience, de fausses informations, de bulles de filtre. Enfin, les mots sont graves sur le numérique, c'est pas juste une croyance. Donc, tu as des gens qui vont te dire le numérique, en fait, on n'en parle pas, on n'y va pas parce que c'est nuisible. Et tu en as d'autres qui vont te dire, aussi légitimement, souvent, c'est pas le sujet. Voilà, moi, mon sujet, c'est de décarboner l'industrie, par exemple. Donc, c'est ça mon cœur de métier. Le numérique, c'est du gadget, ça viendra après. Ou bien, et bon, cette critique, j'y reviendrai, mais pour moi, elle n'est pas légitime parce qu'en fait, le numérique, c'est un moyen qui te permet de décarboner l'industrie. C'est comme l'argent. Ben oui, l'argent, c'est pas le sujet, mais en fait, c'est un moyen malheureusement nécessaire. Par contre, une autre critique plus légitime, c'est le numérique répond pas à notre place à l'essentiel. Que veut-on profondément ? Par exemple, dans la transition écologique, à quoi sait-on que notre vie ressemble demain ? Sur l'intelligence artificielle, à quoi souhaite-t-on ? À quoi ChatGPT veut nous servir ? On veut aller vers où, exactement ? Donc, comment tu sors de ça ? Sur le numérique de façon générale, tu dis, comme l'argent, comme l'innovation, le numérique est un moyen indispensable pour mettre en œuvre efficacement les politiques publiques, par exemple pour décarboner l'industrie. En fait, tu as besoin de partager des données, c'est aussi bête que ça. Et même au-delà de permettre, le numérique, c'est quelque chose, et c'est pour ça que c'est aussi excitant quand même, qui a la capacité de déclencher des changements métiers plus profonds. Par exemple, modifier les relations entre le médecin et le patient, parce que tu romps des asymétries d'information. Par exemple, passer de modèles économiques centrés sur la propriété à des modèles économiques centrés sur la location.
Et donc, en fait, tu es obligé d'embrasser la complexité, en quelque sorte, d'entrer dans la nuance, en disant, OK, inaugurer le navire, c'est inaugurer le naufrage. Donc, certes, dès lors que tu lances le numérique, tu as des risques de naufrage. Il faut bien évaluer le coût-bénéfice. Typiquement, sur l'intelligence artificielle, la question se pose vraiment. Mais si tu penses qu'il est positif, il faut inaugurer le navire, tout en minimisant de façon ultra proactive les risques de naufrage, en développant un numérique dans un cadre éthique, humaniste, citoyen. Donc voilà, c'est la vraie vie, quoi. Donc c'est un constat équilibré qui marche sur deux jambes. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Si le coût-bénéfice est positif, on y va en allant chercher des avantages tout en minimisant les inconvénients. D'accord, je vois bien cet équilibre avantages-inconvénients, ce bilan, cette approche à avoir sur le numérique. Une fois qu'on a validé cette approche numérique, comment on fait pour aller intéresser les personnes ? Alors les politiques peut-être, mais aussi l'administration, les usagers. Dans quelle mesure les infrastructures les infrastructures de partage de données deviennent intéressantes ? Ouais, effectivement. Le but, c'est que ça devienne un sujet, quoi, qui existe, que c'est presque une marque, si tu veux, au même titre que l'intelligence artificielle, qu'on se dise « Ah, c'est une infrastructure de partage de données, donc c'est important ». En fait, tu as énormément de bénéfices directs et indirects aux infrastructures de partage de données. Tu en as de 3 grands ordres. Le premier ordre, c'est celui dont je parle depuis le début, parce que c'est sa raison d'être première, c'est essentiel pour l'efficacité métier et budgétaire des pouvoirs publics. Donc tu as énormément de rapports d'inspection, par exemple, de l'IGF, du CGE, etc., qui pointent systématiquement les défaillances de partage de données comme un élément qui nuit considérablement à la mise en œuvre efficace des politiques publiques. Donc le premier objectif, mais qui s'autosuffit, des infrastructures, c'est de résoudre ça coûte que coûte. Deuxièmement, je parlais de l'efficacité métier, aussi budgétaire. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que les infrastructures de partage de données, c'est des projets qui coûtent plus cher que les services numériques classiques, mais néanmoins, elles représentent un investissement, en fait, dont le coût est de plusieurs ordres de grandeur inférieurs aux économies qu'elles permettent de réaliser. Un exemple très marquant, Mon Espace Santé contribue par exemple à diminuer significativement la redondance d'actes en biologie et en radiologie, dont le surcoût est estimé à 3 à 5 milliards d'euros par an. T'imagines ? 3 à 5 milliards d'euros par an. Donc, premièrement, c'est indispensable pour l'efficacité métier et budgétaire des politiques publiques. Deuxièmement, et ça intéresse plutôt les entreprises et toute la sphère Bercy de la puissance publique, c'est essentiel aussi pour l'efficacité environnementale et économique des entreprises. D'une part, les infrastructures sont la colonne vertébrale de la simplification administrative. Je t'ai donné beaucoup d'exemples tout à l'heure de c'est plus simple pour les agriculteurs de toucher leur prime environnementale, par exemple. Donc ça, c'est absolument pour les biologistes, d'envoyer les résultats de tests Covid, pour le médecin, etc., etc. Donc pour les entreprises, y compris dans les mobilités, dans d'autres secteurs plus industriels, c'est essentiel, ne serait-ce que pour ce truc basico-basique, mais qui est un vrai irritant chez eux au quotidien. Deuxièmement, c'est essentiel aussi pour la sobriété environnementale d'une filière. Mon Espace Santé, ça envoie des messages de prévention personnalisés, va faire ta vaccination, va faire tel examen de prévention, ta mammographie, etc. Ça veut dire que tu as moins de recours aux soins derrière. Donc en gros, c'est moins de coûts, mais c'est aussi moins d'empreinte environnementale. Et troisièmement, c'est aussi essentiel à la réindustrialisation. Capgemini a notamment estimé que quand une entreprise participe à une infrastructure de partage de données, la satisfaction de ses clients augmente de 15% et ses coûts réduisent de 11%. Donc si tu veux, ça c'est le deuxième gros bloc plutôt en lien avec le développement économique. Et le troisième gros bloc plus indirect, c'est en lien avec le développement innovant et souverain du numérique. C'est-à-dire que, souvent, tu parlais de régulation tout à l'heure, souvent on oppose régulation et innovation. En fait, non, on régule pour innover. Par exemple, si on régule Pronote, en faisant en sorte que les données qui sont aujourd'hui captives dans Pronote dans l'éducation sortent et soient accessibles à des startups de l'EdTech, ça leur permettra de créer des nouveaux services numériques à valeur ajoutée, notamment à base d'IA, par exemple, qui ont besoin de données, et en fait de créer de l'innovation, parce qu'on a décloisonné les acteurs. Et enfin, comme je le disais, là c'est un peu subtil, mais c'est essentiel parce qu'on en entend tout le temps parler, la maîtrise de ces infrastructures, elle est essentielle à notre souveraineté qu'on pourrait appeler démocratique. C'est-à-dire qu'il faut que les pouvoirs publics pilotent ces infrastructures parce que tout simplement, elles sont sur le chemin critique de la mise en œuvre des politiques publiques sur lesquelles elles s'engagent. Donc s'il y a besoin pour mettre en œuvre l'affichage environnemental d'une infrastructure de partage de données, il faut qu'elles soient en mesure de la piloter, de la mettre sur pied dans les délais, etc. Mais ces infrastructures, elles sont aussi nécessaires à ce qu'on peut appeler la souveraineté technologique. Parce que, par exemple, le fait de maîtriser les données qui alimentent les modèles d'intelligence artificielle, ça nous aidera à défendre le développement d'une filière privée ou française européenne sur l'intelligence artificielle parce qu'on aura une corde de rappel, en quelque sorte. Et en retour,
cette souveraineté technologique, avec une filière privée française et européenne, elle renforce la souveraineté démocratique, parce que le secteur public, quand il construit les infrastructures, il ne fait pas tout en interne, il a aussi besoin d'industriels. Et donc il passe des marchés pour qu'il y ait des industriels qui, en marque blanche, l'aident à construire cette infrastructure. Et si ces industriels, ils sont français ou européens, entre guillemets, on est encore plus en maîtrise, parce qu'on est sûr que les données, elles vont être hébergées de façon sécurité et souveraine. Bon, ok, là tu m'as convaincu sur le pourquoi une infrastructure de données, c'est important, c'est utile. Mais si moi, demain, je vais au travail et je veux convaincre mon directeur, mes interlocuteurs du quotidien sur l'intérêt d'une infrastructure de données, et surtout comment elle pourrait s'appliquer, comment elle pourrait avoir une raison d'être sur mon métier, sur la politique publique du sport, par exemple à la ville de Paris, comment je fais ? Le premier truc que tu vas devoir faire avec ton directeur, c'est le convaincre de l'absolue nécessité de cette infrastructure de partage de données pour qu'ensuite, il t'aide coûte que coûte à la mettre en œuvre et à surmonter les nombreux problèmes que vous allez rencontrer dans la mise en œuvre de l'infrastructure, parce que c'est toujours super compliqué. Les oppositions classiques aux infrastructures de partage de données, ce que va sûrement te dire ton chef, c'est rarement une remise en cause vraiment du besoin. C'est plutôt des craintes sur la bonne exécution ou le bon cadrage du projet. On va te dire, on est en train d'écraser une mouche avec un marteau, pourquoi on est en train de faire une infrastructure alors qu'on pourrait juste s'envoyer le truc par mail ou faire une API dont on parlait tout à l'heure. On n'a pas les moyens, on n'y arrivera jamais, on fera moins bien que le privé, ça passera pas la CNIL. Voilà, tu as des remarques comme ça qui vont émerger et le plus souvent, en gros, ça va être mou. Voilà, ça va traîner, ça va pas être pris au bon niveau, ce sera toujours dépriorisé. Et donc, toi, il faut absolument que tu arrives avec les questions qu'on a mis en œuvre là, dans les lignes directrices, à répondre à ces questions, à montrer les risques à ne pas faire cette infrastructure de partage de données, à expliquer à la fois les besoins macro et la vision systémique, le besoin d'une infrastructure et pas juste d'une API, et les besoins micro, avec des cas d'usage très concrets, très précis, pour arriver à le convaincre et que tout le monde passe dans un état d'esprit qui soit plus « est-ce qu'on va y arriver ?» mais comment on va y arriver ? Un peu comme pendant le Covid, la question c'était pas est-ce qu'on va arriver à faire SIDEP, on n'avait juste pas le choix. C'était comment on fait en fait du mieux qu'on peut pour arriver à faire en sorte de sortir SIDEP. Et tu peux le rassurer en lui disant, même si souvent on galère, il y a des exemples, je te parle de SIDEP, mais je peux te parler aussi de la déclaration sociale nominative des entreprises ou de impôts.gouv.fr, c'est des infrastructures de partage de données qui ont marché. Donc on est capable dans la fonction publique, que ce soit en centrale, en territorial, en déconcentré, de porter ce genre d'infrastructure de partage de données. Donc ça, c'est sur le convaincre du besoin. Ensuite, tu vas devoir répondre à des questions qui se posent systématiquement. Est-ce que cette infrastructure, elle doit être unique ou est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs ? Est-ce que ça doit être porté par le public ou par le privé ? Quel doit être son modèle économique ? Qui va payer ? Est-ce qu'elle doit être, d'un point de vue architecture technique, centralisée ou décentralisée ? Les deux premières questions, la réponse est systématiquement oui, sur le périmètre des cas d'usage d'intérêt général. Donc oui, il doit y avoir une infrastructure qui est unique, sinon on perd tous les effets réseau. Et deux, elle doit être pilotée par le public, c'est une histoire de souveraineté démocratique dont on parlait. En revanche, les deux autres questions, elles monopolisent souvent les débats autour des infrastructures de partage de données, notamment sur le caractère centralisé, décentralisé de modèle économique. Il y a 1 milliard de papiers là-dessus. C'est pas encore très mûr. C'est important, évidemment, mais c'est moins important que toutes les autres questions des lignes directrices. Et enfin, le plus important, une fois que tu auras tranché sur les caractéristiques de cette infrastructure, en tout cas à date, parce que souvent c'est évolutif dans le temps, mais il faut que ce soit clair à un instant donné, tu vas passer sur le comment pour être sûr de réussir à développer ces infrastructures de partage de données. Et là, il faut que tu déroules la machine à gagner. Tu as 6 critères, 3 critères sur la transformation interne, une gouvernance efficace, des moyens humains et financiers, une culture de travail radicalement différente, et 3 critères sur la co-construction et la régulation de l'externe. Et là, pour le dire vraiment en 2 phrases, l'idée, et de façon un peu provocante, c'est de passer... Tu vois, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on décide un peu autoritairement sur ces sujets, et ensuite on applique de façon molle. Là, l'idée, c'est d'inverser complètement la tendance en disant on met sur pied une démocratie participative rigoureuse pour décider collectivement, notamment des critères dont je viens de parler, le modèle économique, la gouvernance publique-privée, pourquoi c'est nécessaire, etc. Donc ça, vraiment, on prend le temps, on écoute, c'est permanent, c'est terrain, c'est collectif, etc. En revanche, une fois qu'on a décidé, ça devient la Chine. Je caricature, mais on rentre dans ce qu'on appelle une dictature collaborative. Et en fait, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Où atterrir de Bruno Latour, où si tu veux, t'inverses la matrice et tu dis
Pour mettre en œuvre, par exemple, mon espace santé, je te parlais des 4 parties prenantes dans la santé en introduction, les éditeurs de logiciels, il faut qu'ils fassent ça. Les hôpitaux, il faut qu'ils fassent ça. Les EHPAD, le médecin, le kiné, le patient lui-même, l'assurance maladie, le ministère de la Santé. Tu fais la to-do list de chaque acteur, et sur chaque acteur, tu mets des incitatifs, carottes, des financements, de l'accompagnement humain, et du coercitif, bâton. Donc typiquement, tu obliges le raccordement de tous les hôpitaux et de tous les éditeurs de logiciels à mon espace santé, tu mets des sanctions si ce n'est pas le cas, etc. Et c'est ça qui te permet de sortir du dilemme du prisonnier, parce que tout le monde sait que les autres vont bouger, donc tout le monde bouge. Et là, tu peux être sûr que tu vas réussir. Waouh, ok. Donc j'ai la ligne directrice avec moi, mais comment, concrètement, ça se met en œuvre? Quels sont un petit peu peut-être les garde-fous ou comment ça peut se développer, comment ça peut vivre? En fait, des recommandations pour être sûr que ces lignes directrices, elles ne servent pas à caler une table, il y en a plein dans le rapport qui va sortir, mais si je te donne l'état d'esprit général, c'est qu'il y a un changement de gouvernance à opérer. La gouvernance autour de ce sujet, elle est compliquée parce que c'est un sujet systémique. Et donc, si tu veux, tu as plein d'acteurs du numérique public qui gravitent autour de ce sujet. Tu as les acteurs en charge du numérique métier, au sein d'un ministère, dans la santé, dans l'écologie, dans le logement, comme moi, et comme les 7 personnes qui ont contribué à ce travail et qui vont faire l'objet des podcasts à venir. Donc, eux, c'est des gens qui ont absolument besoin de ces infrastructures pour travailler, tout simplement, qui font partie des directions numériques internes de chaque ministère. Ensuite, tu as des acteurs numériques que j'appellerais internes, liés à la transformation publique, qui sont rattachés au ministère de la Transformation publique ou au Premier ministre. Donc c'est des acteurs comme la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, l'ANSSI sur la sécurité des systèmes d'information, etc. La DINUM, historiquement, elle vient, si tu veux, de, mettre du Wi-Fi dans les salles de réunion, pour caricaturer. Elle s'est largement diversifiée sur des sujets plus métiers, avec l'open data, avec les startups d'État, etc. Et donc progressivement, elle tend aussi vers ces sujets métiers d'infrastructure. Et enfin, tu as les acteurs publics qui s'occupent du numérique que j'appellerais externe, en lien avec le développement économique. Donc c'est toute la sphère Bercy, avec la Direction générale des entreprises, ou avec le SGPI, par exemple, le secrétariat général pour l'investissement, rattaché au Premier ministre, et tous les opérateurs, la Caisse des dépôts, la BPI, etc. Et eux, en fait, ils s'occupent du numérique avec un angle plutôt, si tu veux, French Tech, soutien à l'innovation, etc., sur la partie carotte. Ils s'en occupent aussi sur la partie plutôt régulation, historiquement régulation des télécoms, puis ils sont montés sur des couches hautes avec les plateformes, le cloud, et puis les régulations européennes sur les données qui viennent de sortir ici. Et donc, progressivement, ils vont aussi vers des sujets métiers sectoriels. Et aujourd'hui, on n'est pas suffisamment coordonnés, c'est normal, c'est un sujet qui n'est pas très mûr non plus, les infrastructures de partage de données. Et donc demain, il faut absolument que collectivement, on fasse émerger une vision interministérielle commune, qu'on aille porter aussi au niveau européen et international, pour qu'on ait une gouvernance efficace, où dès lors que tu as une infrastructure et un besoin qui émerge, l'acteur numérique métier dans le ministère, il apporte, c'est lui qui est responsable, c'est normal, il faut que ce soit collé au terrain. En revanche, il y a besoin qu'il y ait un binôme interne-externe, donc DINUM, DGE, si je caricature, qui joue à la fois le rôle de bad cop. Est-ce que vous suivez bien les lignes directrices qui ont émergé, comment je sécurise le projet pour qu'il n'y ait pas de catastrophe industrielle numérique comme souvent sur ces sujets, etc. Mais aussi good cop, pour aider au portage politique quand moi, par exemple, j'ai du mal à convaincre mon ministre, pour obtenir plus de moyens humains sur le sujet, pour arriver à mobiliser l'écosystème de start-up pour qu'ils jouent le jeu sur l'infrastructure. On a aussi besoin que ces acteurs, ils nous aident, entre guillemets, quand on est dans les ministères, parce qu'en pratique, c'est super compliqué et qu'il faut qu'on arrive à se serrer les coudes. Et je suis convaincue que c'est pas si difficile que ça, en fait. Que c'est à portée de main, que comme souvent, en fait, on n'a pas vraiment encore essayé, et qu'il suffit d'y mettre un peu de portage, un peu de volontarisme, et de se remonter les manches sur ce sujet qui est un peu aride, mais en fait hyper essentiel pour y arriver, en fait. Donc si j'ai bien compris, en fait, il faudrait plutôt que j'aille voir mon référent numérique de ma direction, de l'informer un peu de cette démarche et qu'il aille voir, peut-être qu'à l'ANSSI et à la DINUM, bon moi c'est la ville de Paris donc c'est territorial donc c'est peut-être un petit peu différent, mais DINUM, ANSSI qui sont des structures externes à mon administration mais qui viennent l'aider, le renforcer, jouer le rôle de bad cop, good cop comme tu le disais. En fait, encore une fois, c'est assez différent parce que le rôle, pour le coup, de ces acteurs, c'est pas d'accompagner des acteurs territoriaux, parce que c'est pas, ils n'ont pas les moyens, etc. Mais si tu étais au sein d'un ministère, en administration centrale, pas du côté du numérique, il faudrait effectivement que tu ailles voir ta direction du numérique et qu'elle mette en place les lignes directrices qui seraient du coup endossées politiquement. Et si elle a besoin d'aide, qu'elle fasse appel non seulement aux acteurs numériques internes, ANSSI, DINUM, donc tu mentionnais, mais aussi externes, plutôt DGE, pour faire en sorte d'être aidée dès lors qu'elle a des questions, qu'elle veut aller voir des exemples de réussites qui ont pu être faites ailleurs, etc.
DGE étant la Direction Générale des Entreprises. Ouais, exactement. Et alors tout ce travail sur le pourquoi, le quoi, le comment de ces infrastructures de partage de données, bien sûr, on le retrouve dans le rapport que tu as sorti et dont j'ai mis la référence dans la description du podcast, à consulter avec bien sûr les différents exemples que tu as cités et que l'on verra dans les épisodes suivants de cette mini-série. Et maintenant qu'on a donc bien compris tout ce que tu avais pu faire à la fois au ministère de la Santé sur les questions aussi de transition écologique et tous ces projets qui ont pu être mis sur pièce, on va basculer sur la partie 3 quand même pour voir quels conseils tu peux donner à nos auditeurs. Partie 3 de ce podcast, comme dans tous les épisodes, partie sur les conseils professionnels de ton parcours, sur ton expérience d'ingénieur. Je pose toujours un peu cette question, normalement dans la partie 1, un objet, une œuvre d'art, un livre, un film, qui a été signifiant pour toi et qui montre un petit peu ton quotidien, qui montre la réalité de ton travail. Et donc là, après 10 ans dans le numérique, dans les infrastructures de partage de données, une œuvre, un film, je sais pas, qui représente ça pour toi? En fait, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question du livre et il se trouve que moi, je lis pas beaucoup. Alors, pour des raisons plus ou moins légitimes, j'en fais pas du tout une fierté. Je sous-estime pas tout ce que ça peut apporter en termes de capacité de réflexion, en termes de capacité d'empathie, pour développer des jeux imaginaires, etc. Tout ça est super, je remets vraiment pas en cause. Mais je trouve que ça occulte beaucoup d'autres activités extra-professionnelles dont on parle moins, mais qui sont aussi importantes pour moi. Des activités, en l'occurrence, où on n'est pas passif, un peu comme le livre, où mine de rien, on vit quand même par procuration, mais où on est vraiment actif, c'est-à-dire qu'on vit, on crée nous-mêmes directement. Donc des trucs type intello, comme la lecture, type l'écriture par exemple, mais aussi des trucs moins intello, comme les sports collectifs, le trail, le vélo, le hip-hop, la danse classique, peu importe, mais des trucs où en gros, si tu veux, ça permet de nous exprimer, ça permet de faire en sorte que ça sorte dans une espèce de, je sais pas quoi, de catharsis, de psychanalyse un peu continue, mais aussi qui nous apprend à gérer nos émotions, à gérer nos stress, à connaître nos limites, à se dépasser, à jamais lâcher, à travailler notre rapport au corps s'il y en a un, à apprendre à vivre en groupe si c'est quelque chose de collectif. Et ça, je trouve que c'est évidemment hyper important pour son équilibre pro-perso, mais aussi dans ta vie professionnelle. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé pour arriver à aller au bout de CIDEP, aller au bout de mon espace santé, aller au bout de la feuille de route numérique et donner pour l'écologie. Et donc, si je te devais te donner un objet, ce serait certainement pas un livre, mais ce serait plutôt un objet qui permet de bouger, de créer, d'être actif. Donc voilà, moi, mon sport, c'était le handball, en l'occurrence, que j'ai fait pendant 20 ans. Donc je te donnerais un ballon de hand ou je te donnerais peut-être une zabumba. C'est un tambour brésilien qui est un des 3 instruments d'une danse qui est un peu une espèce de tango brésilien qui s'appelle le foro roots et que je danse depuis que je peux plus faire de handball. Voilà. Ok, je savais pas où tu allais nous emmener quand tu as commencé ton laïus sur les livres, mais le sport, forcément, la musique, c'est aussi des choses qui peuvent très bien représenter une vie professionnelle, ton parcours sur le partage de données et peut-être les difficultés que tu as pu rencontrer. Des conseils peut-être plus généraux maintenant aux autres agents publics, toi en tant qu'ingénieur de formation, en tant que haut fonctionnaire, qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs qui nous écoutent? Peut-être en lien avec ce que je viens de dire, le fait que c'est super dur, il faut le dire, dans la fonction publique, de tenir dans la durée, de ne pas se résigner, de ne pas céder au cynisme, de continuer à se battre, etc. Un peu comme quand on est militant, en fait. Et par contre, contrairement, je sais pas quoi, à un match de hand, par exemple, on s'y prépare pas quand on rentre dans la fonction publique. On arrive la fleur au fusil. Et du coup, beaucoup de personnes, ou bien se résignent, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop dur de lutter contre toutes les forces systémiques, ou bien partent d'elles-mêmes ou en arrêt maladie. Ça arrive aussi beaucoup, et franchement, c'est inacceptable. Et je pense qu'il ne faut pas, qu'on ne peut pas se résigner à ce naufrage RH dans la fonction publique, notamment l'administration centrale, parce que être agent public, c'est le plus beau métier du monde, ça donne lieu à des moments magnifiques, c'est ce dont je te parlais tout en introduction. Et donc, si j'avais un conseil à donner, c'est que pour pas se décourager, pour tenir, pour arriver à faire des choses sublimes et à kiffer, il faut s'entourer en fait de personnes en interne, mais aussi en externe, qui sont déjà là ou qu'on arrive à embarquer dans un état d'esprit qui ressemble beaucoup en fait à celui que Aurélien Barraud, je ne sais pas si tu connais, décrit dans l'hypothèse K à propos des scientifiques qui questionnent le processus scientifique.
il dit des mots que je trouve très beaux. Il parle de gens, de ces scientifiques, qui trahissent, donc je cite, non pas les paroles données, encore moins l'honnêteté. Il s'agit de trahir les pratiques héritées et les suivismes implicites, trahir l'origine, trahir l'attendu, trahir l'inertie, de déplaire par droiture, de décevoir par intégrité, puisque ne pas trahir face au dévoiement, c'est trahir plus. De trahir par amour, dans une infidélité authentique, pour prendre le temps d'affronter des injonctions contradictoires, pour accueillir un peu de la possibilité d'une métafidélité à la vie, à l'avenir, à l'improbable, à la beauté, à l'espoir. Et les agents publics là, que tu vas interviewer qui vont contribuer à cette mini-série de podcasts, je te le dis avec sincérité, ils sont tous comme ça. C'est des personnes qui sont géniales, qui se donnent énormément pour l'intérêt général, avec une reconnaissance qui est souvent faible, de l'interne comme de l'externe d'ailleurs. Et donc, c'est hyper important de pouvoir écouter ce qu'elles ont à dire et de leur dire merci. Et donc, merci à toi de leur donner cette opportunité aussi. Merci à toi Laura, merci bien sûr aux invités de cette mini-série, je leur redirai à l'occasion. Et sur cette citation que tu nous as donnée, d'une certaine manière j'ai envie de dire, c'est d'avoir des agents publics, des fonctionnaires qui sont aussi citoyens à côté et qui gardent leurs réflexions, qui face à un problème donné réfléchissent autant en tant que fonctionnaire qu'en tant que citoyen, bien sûr tout en gardant les obligations, les droits et devoirs du fonctionnaire. Et encore plus, Ambition Publique y participe sur les autres épisodes avec les nombreux invités que j'ai pu avoir avant, que j'aurai par la suite. Vraiment, à chaque fois, c'est des personnes, comme toi, tu le décrivais pour les collègues avec qui tu as pu travailler sur ces projets d'infrastructure de partage de données. À chaque fois, des personnes qui, justement, ont un peu sens critique, d'avoir du sens à travailler pour la chose publique et de se consacrer à leur métier pleinement. Donc merci Laura, et puis merci à nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout et qui, j'espère, découvriront avec plaisir les épisodes de cette mini-série sur des cas beaucoup plus spécifiques, la question de la fast fashion, la question de l'agriculture, la question de l'enseignement par exemple. 3 exemples sur les 7 à venir et qui seront consultables dans le rapport en description. Merci Laura, et merci puis beaucoup. bonne continuation. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes sur les infrastructures de partage de données dans le cadre de cette mini-série, ou découvrir les portraits des nombreux invités, agents publics passés déjà au micro dans le cadre de saisons d'Ambition Publique. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.